J'aimerais vraiment dire à toutes les entreprises qu'il n'y a pas de taille minimale d'entreprise pour pouvoir répondre, qu'une micro-entreprise, une TPE, une PME, une grande entreprise peuvent répondre, qu'il n'y a plus de conditions d'ancienneté. Donc une entreprise nouvellement créée peut répondre à un appel d'offres. Donc là-dessus, n'hésitez pas, osez. Et dites-vous que si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Bonjour et bienvenue dans Masters of Tenders, le podcast qui vous dévoile le secret des entreprises, maîtres dans l'art de répondre aux appels d'offres. Je m'appelle Ayoub Beni, le CEO et le fondateur de Tender Crunch. Ma mission, vous dénicher des idées et méthodes concrètes à appliquer immédiatement dans votre business et le booster grâce aux appels d'offres. Vous êtes prêts? Allons-y. Bonjour Elodie. Bonjour Ayoub. Bienvenue et merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Je te laisse te présenter, me dire tu es qui et c'est quoi ton lien avec les appels d'offres. Donc moi je m'appelle Élodie Laurette, j'habite à l'île de la Réunion, mais je travaille dans le monde entier. J'ai créé mon entreprise Mademoiselle Marché Public du coup l'année dernière. Il faut savoir moi que je suis fonctionnaire en disponibilité, c'est-à-dire que jusqu'à l'année dernière j'étais de l'autre côté de la barrière on va dire. J'ai travaillé en tant que rédactrice marché public dans une société d'économie mixte. Ensuite, j'ai intégré la fonction publique territoriale. J'ai terminé sur un poste de directrice des affaires juridiques. Et un accident de la vie a fait que j'ai voulu me reconvertir et créer mon entreprise pour accompagner justement les sociétés, entreprises, TPE, PME et autres dans la réponse aux appels d'offres. Donc tu tu accompagnes dans les réponses aux appels d'offres, mais tu as été également dans l'autre partie du spectre qui est euh, émettre des appels d'offres également, c'est ça? C'est ça. C'est que jusqu'à 2023, j'étais de l'autre côté. Donc moi, je montais les procédures de marché public. Je recevais les candidatures, j'analysais les dossiers, je mettais en place toutes les procédures d'attribution. Et c'est là que je m'étais rendu compte que les entreprises, en tout cas les entreprises réunionnaises, parce que moi je travaillais à La Réunion, avaient un réel savoir-faire, mais ce qui pêchait, c'était le montage du dossier. Vraiment, c'était du gros n'importe quoi. Donc quand j'ai décidé de créer mon entreprise l'année dernière, je me suis dit que j'allais accompagner ces entreprises-là dans la réponse aux appels d'offres pour leur permettre de mettre toutes les chances de leur côté et de vraiment valoriser leur savoir-faire et être attributaire des marchés publics. J'avais créé mon entreprise dans cette optique première d'accompagner dans la réponse aux appels d'offres. J'ai ensuite développé le côté formation. Donc, j'ai suivi une formation de formatrice pour être certifiée. Et j'ai eu des demandes d'acheteurs publics qui souhaitaient, eux, être accompagnés dans leur procédure de passation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai la double casquette, c'est-à-dire que j'accompagne les entreprises dans la réponse aux appels d'offres. Je les forme, mais j'accompagne également les acheteurs publics dans leur procédure de passation et je les forme sur ce sujet, ce qui me permet vraiment d'avoir une vision à 360 degrés et de pouvoir alimenter des deux côtés. Et c'est pour avoir eu la possibilité du coup de former les acheteurs publics, tu as dû répondre à un appel d'offres, j'imagine, pour gagner ça? Ou Non, du coup, c'était en dessous des seuils. On était à moins de 40 000 euros. Donc, ça a pu être fait dans une procédure qu'on appelle de gré à gré. Bah, c'est une bonne transition pour la suite parce que l'idée aujourd'hui, j'aimerais bien savoir quelles sont les possibilités, par exemple pour une TPE ou une PME, de passer par des procédures pour gagner des marchés publics sans passer par les procédures appels d'offres qui sont euh, un peu plus costauds, on va dire, et qui nécessitent un tout petit peu plus de connaissances. Tu as parlé de procédures de gré à gré. Est-ce qu'il y a des procédures simplifiées un peu comme ça pour pour les entreprises? Oui, tout à fait. Alors déjà, il y a un point sur lequel je voudrais insister, c'est que même à partir d'1 euro, le contrat, c'est un marché public. On peut dire que c'est simplifié, que c'est 3 devis ou autre, ça reste un marché public, juste que la procédure va être simplifiée. On a un ensemble de seuils qui, du coup, va entraîner un ensemble de contraintes.
pour ce qui est des plus simples, en fourniture et services, en dessous de 40 000 euros, les textes nous disent que l'acheteur peut contracter de gré à gré avec une entreprise. De gré à gré, on a souvent dans l'idée que l'acheteur va passer par 3 devis. Pas forcément. De gré à gré, ça veut dire sans publicité ni mise en concurrence. Donc l'acheteur peut contacter directement une entreprise et contracter avec cette entreprise. Donc là, c'est pour les fournitures et services en dessous de 40 000 euros. Pardon. Ce seuil, il est de 100 000 euros pour les travaux jusqu'au 31 décembre 2024. On est un peu dans le flou avec, Oui. avec la La loi situation finance, ouais. politique, on va dire, parce que c'était un texte qui devait être validé par le nouveau gouvernement, mais vu le contexte en France, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Et pour les achats innovants, on garde ce seuil en dessous de 100 000 euros. Donc en dessous de 40 000 fournitures services, en dessous de 100 000 travaux jusqu'au 31 décembre 2024 et achats innovants sans date limite, procédure possible de gré à gré. Dans la réalité, ça peut être assez rare, on va dire, enfin rare. On va dire que les acheteurs sont un peu frileux parfois à contracter directement avec une entreprise. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent en place des procédures internes simplifiées où ils vont se dire, par exemple, qu'ils vont consulter 3 ou 4 entreprises, mais avec des procédures un peu plus simplifiées. On a souvent entendu parler de la procédure des 3 devis. Il faut savoir que ce n'est pas une procédure qui est prévue par les textes, c'est une pratique des acheteurs. Ouais, tu disais frileux. Pourquoi il serait frileux? Ils sont frileux parce que les textes, enfin, il y a toujours ce risque qu'on les accuse de favoritisme, de contracter toujours avec la même entreprise. Donc il y a quand même des garde-fous. Ils peuvent passer de gré à gré avec une entreprise, à condition de respecter les principes de la commande publique, à condition aussi de ne pas contracter systématiquement avec la même entreprise. C'est-à-dire que si on est dans un secteur où il y a une pluralité d'offres qui existent, ils ont tout intérêt à vérifier qu'il y a plusieurs entreprises qui peuvent répondre et de pas toujours contracter avec la même entreprise. D'accord. Donc, en fait, ils ont la possibilité de faire appel à une seule entreprise sans rien demander, mais ils préfèrent quand même passer par des procédures un peu plus pour se couvrir, en demandant trois devis pour comparer, etc. Mais à la fin, ça voudrait dire que si les 3 devis euh, sont, ils sont pas obligés de prendre le moins cher à ce moment-là, c'est juste une procédure. C'est ça, c'est une procédure et c'est pas, enfin on peut pas attribuer, sauf des cas très spécifiques, on peut pas attribuer que sur le prix. Donc il y a d'autres critères qui vont entrer en ligne de compte, notamment la valeur technique. Si par exemple je prends le domaine du service, tu pourras pas noter uniquement sur le prix, tu as toute une méthodologie derrière pour pouvoir attribuer. Et malheureusement, c'est une procédure qui est assez enfin, on va dire, qui est assez mal maîtrisé par les acheteurs parce que ils pensent être obligés de le faire, mais quand ils le font mal. Je te donne un exemple concret. Il y a 2 semaines, j'ai été contactée, moi, par une association qui souhaitait être accompagnée dans une procédure de passation. Donc, ils m'envoient leur demande, qui était très succincte. Je les rappelle derrière pour pouvoir cerner au mieux leurs besoins. Et en échangeant avec la responsable du coup, je lui demande est-ce qu'ils ont consulté d'autres entreprises. Et là, j'apprends qu'effectivement, ils ont consulté d'autres entreprises. Et je lui demande mais sur quels critères d'attribution ils vont nous départager. Et elle me dit mais le plus naturellement possible, ah ben on verra un peu ce que chacun nous propose au niveau du prix, au niveau du contenu. Donc ça, c'est no way. Il n'y a aucune transparence, il n'y a aucune égalité. C'est contentieux direct. Donc moi, j'ai Bah, refusé d'y répondre. c'est c'est un peu le risque. En fait, quand tu m'expliques ça, j'ai l'impression que ben, ils ont déjà choisi leur prestataire et ils vont faire cette procédure de 3 devis juste comme ça pour se sécuriser en quelque sorte, mais ils ont déjà choisi en amont. Et
Alors, Tu on va confirmes? pas se Ouais, mentir, ça arrive. Ça arrive ouais. qu'ils aient déjà choisi le prestataire et que du coup, ils fassent ça pour se couvrir. Ça arrive aussi qu'ils aient pas encore choisi le prestataire, qu'ils veulent voir un peu ce qui se fait, ce qu'ils pourraient avoir d'autre comme offre. Mais du coup, ils n'ont pas cette notion de critères de sélection, de procédure derrière. Ok, et donc ça reste quand même, même si, enfin ça reste une opportunité pour une TPE qui souhaite se lancer. Il n'y a pas mieux que ça pour commencer à se mettre un peu en activité sur cette partie d'appel d'offres marché public. On est d'accord. Oui, 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 tout à fait, parce qu'on sera sur des petits montants entre guillemets, donc les exigences seront moins importantes. Donc si on est sur des TPE, PME qui n'ont pas réellement beaucoup d'expérience, ça peut être une première porte d'entrée, on va dire, dans les marchés publics pour gagner en notoriété, pour avoir des références après par la suite. Ok. Et c'est quoi l'avantage du coup pour, enfin, je me doute, mais les avantages pour les acheteurs, c'est que c'est un peu plus simplifié. Mais est-ce qu'il y a que ça? Est-ce que c'est juste parce que c'est une procédure simplifiée que que cette procédure en gré à gré est vraiment faite ou comment? Oui, 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 c'est ça. C'est que par rapport au montant, on leur accorde la possibilité de passer par des procédures simplifiées. Après, il Ok. ne faut pas non plus que ça soit un détournement, c'est-à-dire que l'acheteur fasse ce qu'on appelle un saucissonnage, c'est-à-dire qu'il répertorie mal ses besoins et que du coup, il se retrouve à faire plein de petits achats qui, s'ils étaient cumulés, Faire un reviendraient gros à passer projet. une procédure un peu plus importante. Je prends par exemple les fournitures de bureau. L'acheteur il va se dire bon bah aujourd'hui je lance une consultation, une petite consultation, j'en ai pour 3 000 € parce que j'ai besoin que de papier. Demain je lance une autre procédure parce que j'ai besoin que de stylo. Après-demain j'ai besoin que de gomme ou autre ou agrafeuse. Et au final cumulé sur l'année, on se rend compte que ça dépasse les seuils alors que ça appartient à la même famille d'achats. Donc pour les acheteurs, il y a toute une logique aussi derrière à avoir pour bien faire une cartographie de leurs achats et bien justement bah voilà, évaluer leurs achats sur 1 an, sur 3 ans, sur 4 ans. D'accord. Et donc là, par exemple, je suis une petite TPE. Comment je fais pour déjà être au courant de ces procédures gré à gré? Comment je me fais inviter? Comment, enfin, comment je peux avoir une chance d'y accéder? En dessous des seuils que j'ai cités tout à l'heure, donc 40 000 fournitures et services, 100 000 travaux, achats innovants, l'acheteur public n'a pas d'obligation de publier sur sa plateforme dématérialisée. Au-dessus il peut toujours le faire, mais il n'y a pas d'obligation. Au-dessus de ces seuils, il y a obligation de publication du coup, mais on a un souci entre guillemets en France, c'est qu'on n'a pas de plateforme nationale qui va regrouper tous les appels d'offres, comme on pourrait l'avoir par exemple en Belgique avec laquelle je travaille. Du coup, il faut faire une veille au niveau de ce qu'on appelle le bulletin officiel des annonces de marché public, où là, on pourra faire des recherches à partir du code qu'on appelle le code CPV, qui est en gros une nomenclature qui est la même au niveau européen, où on va avoir un numéro et une catégorie, par exemple un numéro service de formation professionnelle. C'est à partir de 90 000 €. Il faudra consulter aussi les journaux d'annonces légales. En métropole, j'ai pas les noms en tête. À La Réunion, on a des plateformes comme Zinfo 974, comme l'info.ro. Il y a aussi des plateformes privées, du coup, comme, comme pardon, Marché Online, Nukema, Vecteur Plus. Euh, En gros, c'est des et agrégateurs, c'est ça, d'appels d'offres qui. c'est ça. Mais Mais ça même reste des les plateformes privées. et même pour les gré à gré? Pour les gré à gré, du coup, comme il n'y a pas d'obligation de Publication. publicité par l'acheteur, là, il faut être dans soit être dans les bases données de l'acheteur, soit l'acheteur, il va lui-même aller faire des recherches dans une procédure qu'on appelle le sourcing.
Ok. Mais Et le donc fait là, d'être répertorié chez l'acheteur, ça permet de ne pas passer à côté s'il fait sa procédure de sourcing. ok, je vais refaire un exemple pour, par exemple, je suis une entreprise de formation, une petite TPE, on est 5. J'aimerais avoir accès au marché au gré à gré qui peuvent sortir. Comment je fais? Alors, du coup, ça dépend du domaine de formation. Et ensuite, il faudra identifier les acheteurs qui pourraient avoir besoin de tes services. Du coup, une fois que tu as identifié ces acheteurs-là, la procédure, ça va être de la procédure, enfin, ça va être de la prospection commerciale. Donc, de prendre attache auprès de cet acheteur-là pour te faire connaître. Il n'y a pas de procédure réglementée, c'est ce qu'on appelle le référencement en fait, pour se faire référencer auprès des acheteurs publics. Tu as certains acheteurs publics qui ont mis en place sur leur site internet des systèmes de formulaires pour se faire référencer. C'est assez rare. Donc le plus simple, ça reste d'appeler le standard de la collectivité et de leur demander comment se faire référencer chez eux. Pour avoir testé, moi, il y a différentes pratiques. Il y a certaines collectivités qui vont te donner une adresse générique et qui vont te dire d'envoyer ta plaquette commerciale à cette adresse et eux redispatchent vers les services compétents. Il y a certaines collectivités qui vont te dire voilà l'adresse du service marché, envoyez votre demande au service marché qui lui va se charger de redispatcher et d'autres qui vont te dire de prendre attache directement avec le service prescripteur. Alors, je parle de collectivité parce que j'ai plus l'habitude de travailler avec les collectivités, mais c'est vraiment acheteur public au Au sens sens large. large. Pardon. D'accord, donc c'est vraiment une stratégie de prospection, on va dire, classique. On va aller se faire connaître auprès de la collectivité, auprès de l'acheteur public, montrer qu'on est capable de faire certaines prestations, par exemple de formation ou autre, et espérer qu'un jour on fasse appel à nous sans trop relancer, j'imagine. C'est bien ça? C'est ça. Si un jour, si demain il a besoin, par exemple, d'une formation dans ton domaine d'activité, il sait qu'il a déjà ton entreprise à toi sous la main. Donc, soit il décide que ça correspond totalement à son besoin et il peut faire appel à toi directement, soit il se dit qu'il va aller voir peut-être encore deux ou trois et là aller chercher dans les annuaires ou autre. En Ok. sachant aussi que cette procédure de référencement, elle a un autre avantage, c'est que si tu as un produit avec des spécificités, ça permet de faire connaître ces spécificités à l'acheteur. Je te prends un exemple concret. Moi, je travaille avec une entreprise qui propose des défibrillateurs et qui a un appareil avec une spécificité et ils sont les seuls à La Réunion, Métropole et autres à proposer cet appareil. Et on s'est rendu compte dans beaucoup d'appels d'offres sur les défibrillateurs que les acheteurs ne prenaient pas en compte cet appareil-là parce qu'ils n'étaient pas au courant de son existence. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'ils sont, s'il y a un marché public qui sort, ils sont directement sortis en quelque sorte, ou en tout cas c'est pas leur avantage. L'idée c'est d'aller et dire que ça existe pour qu'ils le mettent dans l'appel d'offres potentiellement. C'est ça, parce que moi, après, du coup, comme je les accompagne, ça m'oblige, via la plateforme de l'acheteur, à faire remonter le fait que cet appareil-là existe et que du coup, ils doivent modifier leur document de la consultation pour prendre en compte cet appareil-là. Et ils sont obligés de faire ça? Enfin, j'imagine que toi, du coup, tu appelles parce que c'est à ton avantage. Tu leur dis, bon, bah, nous, on a un défibrillateur qui est plus performant et qui propose XY. Est-ce que vous pouvez le rajouter, enfin, est-ce que vous pouvez rajouter ce genre de demande dans l'appel d'offres? Mais derrière, enfin, je me pose la question de, est-ce que c'est vraiment, euh, enfin, comment, est-ce qu'on les inclut, en incluant ces spécificités, est-ce qu'on n'exclut pas les autres? Enfin, comment ça marche? Alors déjà, je les appelle pas, je passe par la plateforme. Il faut savoir que dans le cadre d'un appel d'offres, tu peux pas appeler directement l'acheteur, tu es obligé de passer par la plateforme dématérialisée, de poser la question via la plateforme et l'acheteur te répond via la plateforme. Et non, ça ne revient pas à exclure les autres, au contraire, ça revient à inclure tout le monde en fait. Il va juste reformuler ses documents pour inclure ces spécificités-là.
Et du coup, ils respectent bien le principe d'égalité de traitement entre les candidats. Et s'il nous dit non, il a intérêt à avoir une bonne justification pour exclure notre produit. D'accord, très clair. Et vu que toi, t'étais un peu sur les deux parties, partie acheteur et partie également euh, entreprise qui répand, c'est quoi les défis ou les erreurs courantes, pardon, qui reviennent régulièrement, par exemple, côté entreprise? Côté entreprise, la plus grosse erreur, c'est que les entreprises ne lisent pas les documents de la consultation. Ils ne lisent pas le règlement de la consultation. Pour ceux qui débutent, par exemple, le règlement de la consultation, ça va être vraiment les règles du jeu du marché. Elles vont retrouver tout ce qui est demandé au niveau des pièces, le format demandé, est-ce qu'il faut que ça soit signé ou pas, qu'est-ce qu'il y a à fournir, à quel moment, comment déposer, est-ce qu'il y a des règles de nommage de fichiers, est-ce qu'il y a un poids maximum à pas dépasser pardon, pour les documents. Et je me suis rendu compte dans quasiment toutes les procédures que j'ai gérées que les entreprises ne lisent pas ce qui est demandé. Mais vraiment pas. Je me suis retrouvée dernièrement sur un appel d'offres où une entreprise n'a pas fourni l'acte d'engagement, n'a pas fourni le bordereau des prix unitaires, qui sont quand même des pièces La maîtresses. base. Mm. Mais pourquoi répondre à un appel d'offres si on suit pas les règles du coup? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'ils font une erreur aussi basique, on va dire? Il y a plusieurs raisons. Déjà que les entreprises ne sont pas forcément habituées, qu'ils n'ont pas forcément les compétences en interne, qu'ils répondent à la dernière minute, enfin qu'elles répondent à la dernière minute, ce que je déconseille très fortement, et qu'elles ont parfois aussi l'habitude, et donc la mauvaise habitude de répondre, et qu'elles se disent c'est toujours les mêmes pièces, donc je fournis toujours la même chose. Sauf qu'il y a des spécificités en fonction des acheteurs et en fonction des appels d'offres. Donc si j'ai vraiment un conseil à donner aux entreprises, c'est lisez vraiment le règlement de la consultation, faites une liste des documents qu'il y a à fournir et cochez bien les cases, vérifiez que vous répondez à tout ce qui est demandé, même en termes de signature, en termes de format de document. Très bien. Donc ces erreurs-là viennent principalement du manque d'expérience, tout simplement, et le fait on va dire, se rendre compte que l'appel d'offres existe à la dernière minute et répondre à la dernière minute. Autant ne pas le faire pour le coup parce que on a presque aucune chance de les gagner, c'est ça. Elles se disent, elles tentent. Ok, d'accord. Et côté acheteur, qu'est-ce qui revient comme erreur? Quelles sont les erreurs que tu as faites toi en tant qu'acheteuse à l'époque ou que tu as remarqué que d'autres équipes faisaient liées aux appels d'offres et au marché public? Au niveau acheteur, on va dire que déjà, il faut faire un bon sourcing en amont et éviter de trop complexifier les documents qui sont demandés. Je sais que moi, il m'est arrivé de demander des documents signés au stade de dépôt du dossier. Je le ferai plus forcément parce que c'est une contrainte pour les entreprises. Bien se coordonner avec les services opérationnels, bien vérifier ce qu'ils nous demandent, bien vérifier que ont effectué toutes les vérifications nécessaires sur le terrain. Je te donne un exemple concret sur un marché de nettoyage à l'époque. Je travaillais pour un bailleur social, donc on avait pas mal de résidences qui entraient dans le cadre de cet appel d'offres. Et donc nous, on s'est basé sur les services opérationnels qui avaient fait un état des lieux de chaque type de sol. Et ce sont les entreprises qui ont fait la visite qui nous ont remonté le fait que nos documents n'étaient pas adaptés au type de sol qui était présent dans les bâtiments. Donc on a dû modifier tous nos documents par rapport à ça. Ouais. Ok, donc c'est pour ça que tu dis du coup parce que tu as parlé de sourcing, donc c'est bien. Ma question c'est comment faire un bon sourcing du coup, vu que ça m'a l'air d'être enfin l'étape la plus importante côté acheteur. Alors du coup, il y a différentes stratégies pour faire du sourcing. Déjà, c'est se rendre, par exemple, s'il y a des salons professionnels sur une thématique donnée. C'est avoir si on a déjà une base de données d'entreprises qui se sont référencées.
Ça va être aussi de chercher dans les annuaires professionnels, de contacter les entreprises pour voir ce qui existe, ce qui peut être fait. Et puis, ça va être aussi, dans certains domaines, se rendre sur le terrain. Je prends un exemple. Dernièrement, j'avais fait un sourcing pour un appel d'offres de denrées alimentaires pour des goûters pour une SPL et ils voulaient des confiseries, pâtisseries artisanales réunionnaises. Ok. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rendue dans une grande surface et que j'ai regardé un peu quelles étaient les entreprises qui proposaient le type de pâtisserie, confiserie que nous, on recherchait. J'ai relevé les noms et j'ai contacté ces entreprises-là pour faire un sourcing. Du coup, en fait, tu as fait le sourcing parce que justement, tu n'avais pas dans tes références des entreprises qui faisaient ça. C'est bien ça. Du coup, tu as dû aller chercher des potentielles entreprises qui pourraient répondre à l'appel d'offres. C'est ça, c'est ça. J'avais essayé de chercher un peu sur Internet si je trouvais des informations, mais toutes les entreprises n'ont pas forcément un site Internet, n'ont pas forcément une page Google ou autre, n'apparaissent pas forcément dans l'annuaire. Donc là, le moyen le plus rapide, ça a été de me rendre en grande surface et de voir qui proposait quoi. Et il y a eu des Écouter fois. aussi. Ouais. C'est ce que j'allais me dire aussi, parce que là, pour le coup, c'est quand même sympa comme sourcing. Mais du coup, là, pour, euh, pour ces entreprises-là, enfin, là, la question qui se pose, je me dis, parce que c'est revenu plusieurs fois, même dans d'autres épisodes, c'est que des fois, des acheteurs, entre guillemets, ils galèrent à trouver des entreprises pour répondre à des besoins spécifiques. On est d'accord? Oui, oui, oui. Ça arrive qu'il y ait peu d'opérateurs qui puissent assurer ces prestations-là. Et c'est un risque aussi pour l'acheteur du coup, parce que s'il limite son sourcing à un seul opérateur économique, il va orienter son cahier des charges. Et le risque derrière, c'est qu'il soit accusé de favoritisme en fait. Mais c'est extrêmement Ok. complexe dans certains domaines qui sont très nichés, où on n'a pas énormément d'opérateurs économiques aptes à répondre à cet appel d'offres-là. Ouais, j'ai eu dans un ancien épisode avec Julien Pilette, qui à un moment était, enfin, qui est aussi acheteur public, où ils avaient pas assez de réponses d'entreprises. Du coup, ils en avaient une ou deux. Et du coup, ils étaient obligés de revenir vers ces entreprises-là en leur disant, il nous manque ces documents-là, corrigez-les, etc., pour essayer de les aider à gagner l'appel d'offres parce qu'ils n'avaient pas trouvé de, d'autres prestataires. Du coup, c'est quand même intéressant, ce qui prouve que quand même, il y a une opportunité là-dedans. Oui, oui, oui. Et pas forcément que dans des domaines où on n'a pas énormément d'opérateurs économiques. J'ai eu le cas justement sur un appel d'offres ouvert où c'était des denrées alimentaires, donc pas des produits qui sortaient de l'ordinaire ou autre. Ou sur certains lots, ça a été infructueux, soit parce qu'on n'a pas eu de réponse, soit parce que les documents étaient mal ficelés, donc on a dû déclarer irrégulier. Donc derrière, il a fallu repartir vers ces entreprises-là, soit en procédure négociée, soit en marché sans publicité ni mise en concurrence, parce que le code en fait nous offre un certain nombre d'options en fonction de la procédure initiale pour pouvoir essayer justement de rattraper. Ok, d'accord. Et la question qui me vient là, suite à ça, c'est comment aujourd'hui un acheteur public définit son besoin? Parce que je me dis, quand tu es acheteur public, tu peux pas être expert en tout. Par exemple, là, l'exemple que tu as donné sur le sol, euh, enfin, comment un acheteur peut être expert? Parce que j'imagine que il n'y a pas des acheteurs spécialisés pour chaque type d'industrie ou autre. C'est bien ça, tu confirmes? Donc c'est souvent un acheteur qui va quand même définir le besoin pour plusieurs typologies de marché ou plusieurs typologies de, de marché public tout simplement. Comment être sûr que le besoin est bien fait et que c'est pas flou et qu'il n'y a pas d'erreur justement comme tu disais tout à l'heure. Là, ça va être vraiment un travail en collaboration avec les services opérationnels en fait. Tu vas avoir le service commande publique qui lui va être expert dans toutes les règles de commande publique, de procédure de passation et autres.
et le service opérationnel qui, lui, va être expert de son domaine et qui va être sur le terrain. Donc ça demande une vraie collaboration entre ces deux services. Ce qui n'empêche pas après au niveau du service commande publique de bien vérifier la réglementation. D'accord. Donc là, je vais voir l'équipe opérationnelle, je vais essayer de faire limite un recueil de besoins, de quoi as-tu besoin, pourquoi, c'est quoi ton budget, et après en fonction de ça, c'est l'acheteur public monte son dossier sans RC, euh, sans cahier de clause technique particulière, etc. C'est ça. En fait, vraiment schématiquement, en général, tous les ans, on demande aux services opérationnels de faire remonter leurs besoins justement pour pouvoir établir une planification. Après, il faut savoir aussi que tu as déjà des marchés en cours, donc il faut voir quand est-ce que les marchés arrivent à échéance, donc établir un rétro-planning. Il faut aussi faire un audit du marché qui était déjà en cours, voir où est-ce que ça a pêché, voir quand on a lancé la consultation, à quel obstacle on s'est heurté, voir qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, voir s'il n'y a pas eu de changements réglementaires, législatifs entre-temps. Donc c'est vraiment un travail toute l'année, qui demande un réel suivi et service commande publique et service opérationnel et une collaboration en tous les services. D'accord, ok, c'est plus clair. Bah, du coup, là, on arrive à la fin, Elodie. J'aimerais que tu partages une petite citation inspirante que, que tu as et que tu aimerais partager avec les auditeurs. Déjà, avant la citation inspirante, j'aimerais vraiment dire à toutes les entreprises qu'elles peuvent répondre aux appels d'offres, que les micro-entrepreneurs peuvent répondre aux appels d'offres, qu'il n'y a plus, qu'il n'y a pas de taille minimale d'entreprise pour pouvoir répondre, qu'une micro-entreprise, une TPE, une PME, une grande entreprise peuvent répondre, qu'il n'y a plus de conditions d'ancienneté. Donc une entreprise nouvellement créée peut répondre à un appel d'offres. Ça va être vraiment de bien cibler l'appel d'offres qui correspond à son secteur d'activité et qui correspond à sa structuration, mais c'est faisable. La semaine dernière encore, j'ai fait remporter un appel d'offres dans le BTP à une entreprise qui a été créée cette année, qui n'avait pas de référence dans les marchés publics. Donc c'est possible, ça va être vraiment dans la structuration du dossier de mettre en évidence les bonnes données. Donc là-dessus, n'hésitez pas, osez. Et dites-vous que si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Super, super retour. Et j'ai vu ton post LinkedIn d'ailleurs, félicitations. Merci. Et du coup, pour revenir à la citation, parce que là, on arrive à la fin. Est-ce que tu as une citation inspirante? Parce que là, pour le coup, c'était... C'était ma citation Oui, c'était... inspirante. Ok, d'accord, je pensais que Si tu vous ne allais le sortir. faites pas, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Ah oui, ok. Effectivement, si vous le faites pas, quelqu'un d'autre va le faire à votre place. Et c'est vrai en plus. C'est vrai que c'est inspirant, désolé. Ok, et bah du coup, comment, Elodie, les auditeurs pourraient te contacter euh, aujourd'hui, s'ils veulent te contacter? Alors du coup, moi je suis présente sur LinkedIn. Je publie assez régulièrement sous mon nom Elodie Laurette. À La Réunion, on prononce Laurette. J'ai également Instagram, Facebook, Mademoiselle Marché Public. Et j'ai aussi un site internet www.mademoisellemarchépublic, marché avec un S, public avec un S.com, où les auditeurs retrouveront toutes mes prestations et ils pourront surtout prendre rendez-vous directement en ligne. J'offre un appel stratégique de 15 minutes, soit en visio, soit par téléphone. Donc surtout qu'ils n'hésitent pas à prendre rendez-vous pour qu'on puisse échanger sur leur situation. C'est gratuit. Bah, avec plaisir, je mettrai en contact, enfin, je mettrai dans la description ces liens-là, comme ça les potentiels intéressés peuvent te contacter. Merci oui, encore une Merci. fois, Elodie, pour cet épisode. Je pense qu'il va servir à pas mal de personnes et je te souhaite une bonne continuation et à bientôt. Merci beaucoup, de même.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Masters of Tenders. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Votre soutien est vraiment crucial pour faire découvrir ces épisodes au plus grand nombre. Enfin, si industrialiser vos processus de réponse aux appels d'offres est dans vos objectifs, découvrez TenderCrunch. Notre logiciel utilise l'intelligence artificielle pour automatiser et simplifier ces processus, augmentant ainsi la qualité de votre réponse et vos chances de succès. Merci pour votre soutien et à bientôt pour un nouvel épisode de Masters of Tenders.